La notion de stratégie cognitive occupe une place centrale dans la conception cognitiviste de l'apprentissage. C'est à l'ouvrage de Jérôme Brunner, publié à la fin des années 60 et intitulé Une étude de la pensée, souvent considéré comme un ouvrage fondateur de la psychologie cognitive, que l'on doit la notion de stratégie cognitive. Ainsi, Brunner identifie deux grandes catégories de stratégies cognitives impliquées dans la résolution de problèmes. D'une part, les stratégies de centration, focusing, qui sont de nature plutôt déductive, du général au particulier, et d'autre part les stratégies de balayage, scanning, qui relèvent davantage de l'induction. Au fil du temps, la notion de stratégie s'est déclinée sous différentes formes dans le cadre de l'approche cognitiviste. Ainsi, parallèlement aux stratégies cognitives d'apprentissage ou de résolution de problèmes, est apparue la notion de stratégie métacognitive. Confronté à une tâche d'apprentissage, on considère que le sujet va faire appel à la fois à des stratégies cognitives, telles que des stratégies qui vont lui faciliter l'encodage des informations en mémoire, mais aussi à des stratégies métacognitives, centrées, par exemple, sur le contrôle actif de la mise en œuvre des opérations que le sujet devrait mener à bien pour réaliser cet encodage. Partons d'un exemple pour tenter de mieux comprendre les notions de stratégie cognitive et métacognitive. L'élève qui prend des notes lors d'un cours oral va mettre en œuvre des stratégies cognitives qui lui permettront de transcrire le message oral sous une forme synthétique en veillant à dégager les idées principales, les liens entre ces idées, la structure d'ensemble du discours. À l'issue de la prise de notes interviendra, pour certains élèves, ce qu'on appelle un jugement métacognitif ou auto-évaluation, qui consiste à évaluer si les notes dont on dispose sont suffisantes pour préparer l'examen. Suite à un jugement négatif à ce niveau, va se mettre en place une phase d'autorégulation métacognitive qui aboutira à identifier différentes stratégies cognitives susceptibles d'améliorer l'état de ces notes. Revoir ces notes pour en améliorer la structuration, compléter ces notes à partir des notes d'un condisciple ou d'un enregistrement sonore du discours du professeur, consulter des ouvrages sur le sujet. Comme l'illustre cet exemple, l'idée de méta qui accompagne le qualificatif cognitif fait référence au fait que les stratégies métacognitives vont conduire à porter un jugement ou à réguler l'application des stratégies cognitives. Si l'on accepte ce rôle de contrôle continu des processus cognitifs joués par les stratégies métacognitives, on comprend aisément pourquoi on accorde aujourd'hui autant d'intérêt à ce type de stratégie. Les chercheurs ont mis en évidence plusieurs types de stratégies cognitives. Un premier type relève des stratégies de répétition qui consistent à répéter des listes de mots, des listes pairées, paires associées, ou à souligner certains éléments dans un texte. Un deuxième type concerne les stratégies d'élaboration qui s'apparentent pour des tâches simples aux moyens mnémotechniques. Constituer une phrase qui unit la suite de mots que l'on veut mémoriser, se constituer une image mentale pour unir deux mots dans un apprentissage de paires associées. Pour des tâches plus complexes, ces stratégies d'élaboration font référence essentiellement à des procédés de structuration tels que synthétiser, relier des informations, construire des analogies. Enfin, un troisième type fait appel aux stratégies d'organisation qui consistent à grouper ou à organiser des informations à partir de modèles simples, comme un tableau, ou plus complexes, telle une hiérarchie d'opérations. L'importance de ces stratégies cognitives et métacognitives dans la cognition humaine étant aujourd'hui établie et reconnue, la question de l'enseignement de ces stratégies apparaît comme cruciale. Peut-on enseigner des stratégies cognitives et métacognitives et comment? Il semble qu'il y ait un consensus des chercheurs sur le fait que l'enseignement de ces stratégies doit nécessairement se faire en contexte et faire ensuite l'objet d'une décontextualisation pour être appliqué à d'autres domaines. En pratique, cela implique que la formation s'intègre dans un enseignement disciplinaire ou interdisciplinaire, mais toujours en lien avec des contenus spécifiques. Il s'agit aussi de motiver les élèves à s'investir dans la maîtrise des stratégies et par la suite dans leur utilisation afin d'améliorer leur performance dans les activités cognitives de haut niveau. Enfin, pour être efficace, l'apprentissage des stratégies cognitives doit s'étaler dans le temps de manière à garantir la permanence des stratégies installées.
L'enseignement centré sur les stratégies est donc un travail de longue haleine qui concerne toutes les disciplines et tous les niveaux scolaires, de la maternelle à l'université. En parallèle au travail des chercheurs qui se sont efforcés d'apporter un regard objectif sur les stratégies cognitives et sur leur développement en fonction d'un cadre pédagogique rigoureux, un courant connu sous l'expression éducation cognitive a vu le jour dans les années 90 et a fait l'objet, dans certains milieux éducatifs, d'un intérêt plus ou moins prononcé en fonction des circonstances du moment. Ce courant défend l'idée qu'il serait possible, à l'aide de méthodes spécifiques, d'agir directement sur certaines stratégies cognitives et métacognitives afin de rendre les individus plus aptes à apprendre ou à résoudre des problèmes. La principale caractéristique des méthodes proposées dans le cadre de cette approche est de porter sur des situations vides de contenu, c'est-à-dire ne s'appuyant pas sur des contenus particuliers, contrairement à ce qui est préconisé par la plupart des chercheurs œuvrant dans ce domaine. Les programmes d'éducation cognitive ont fleuri durant les années 90 et certains ont fait l'objet d'une diffusion assez large. Il s'agit notamment du programme d'enrichissement instrumental, ou PEI, de Feuerstein, qui repose sur des exercices consistant à identifier les ressemblances et les différences entre des objets, ou encore à repérer une forme géométrique parmi un nuage de points. D'autres programmes s'inspirent des mêmes principes, comme les ateliers de raisonnement logique, plus centrés sur le raisonnement logique et mathématique, ou encore la gestion mentale proposée par la Garandry. Plus récemment, certains chercheurs se sont appuyés sur l'entraînement des fonctions exécutives qui relèvent de la mémoire de travail pour tenter d'améliorer les performances des sujets dans des tâches scolaires en agissant plus particulièrement sur les capacités d'attention et d'inhibition de certains comportements perturbateurs. C'est le cas d'un programme intitulé Tools of the Mind qui est basé sur l'approche de Vygotsky en matière d'interaction sociale. Un autre programme, appelé MindUp, s'inspire des mêmes principes et fait actuellement l'objet d'un certain intérêt en Amérique du Nord. Celui-ci est centré sur le développement de l'attention, la persévérance et le contrôle des émotions chez les jeunes enfants de la fin de l'enseignement maternel et du début du primaire. Dans la foulée de ces programmes expérimentaux, tout un marché de l'entraînement cérébral s'est développé sur ordinateur, console de jeu ou tablette numérique. Les programmes proposés ont généralement un caractère ludique et affichent des ambitions fort attrayantes. Solliciter la mémoire, l'attention, le raisonnement, la coordination. Le plus connu est certainement le programme Kawashima, du nom d'un scientifique japonais qui a vendu des millions d'exemplaires de son programme. Il s'agit d'un programme d'entraînement mental intitulé « Quel est l'âge de votre cerveau ?» Contrairement à ce qui est attendu, ces programmes permettent uniquement d'avoir un effet sur certaines opérations mentales spécifiques. Malgré l'engouement suscité par certains des programmes auxquels nous venons de faire référence, il n'existe que très peu d'éléments qui mettent en évidence leur véritable efficacité, en particulier sur des activités cognitives de haut niveau. Tout porte à croire que ces programmes permettent uniquement d'avoir un effet sur certaines opérations mentales spécifiques, mais pas sur des stratégies cognitives et métacognitives de portée générale. En particulier, aucun transfert n'a pu être objectivé vers des activités scolaires et professionnelles.